Je m'appelle Nietzsche, j'ai bientôt 35 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, et je suis automaticien dans le nucléaire. Et ce que tu vois là, c'est la toute première FAQ de la chaîne Jeux en carton. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, donc, comme c'est indiqué, quelque part, ce sera probablement noté sur la vignette d'une manière ou d'une autre, c'est la toute première FAQ de la chaîne Jeux en carton, et j'en profite étant donné qu'on vient de passer les 7000 dingos, 7000 abonnés sur la chaîne YouTube Jeux en carton, donc, eh bien, j'avais demandé il y a quelques temps, dans l'idée de faire une FAQ, je dis il y a quelques temps, ça remonte à quelques semaines, hein, pas grand chose, dans l'idée de produire une FAQ, donc que vous posiez des questions, tout simplement, si ça vous intéressait. J'ai eu pas mal de questions, je les ai catégorisées, j'ai essayé de les classer, voilà, on aura des questions plus axées sur YouTube, plus exclusives aux jeux de société, plus me concernant, voilà, bref, ce genre de choses-là. Et puis voilà. On remercie tous les copains qui participent au Ko-fi, évidemment, pour remporter, là, actuellement, j'ai fait le tirage au sort de Mifwin et de Sleeping Gods Distant Skies, en VO. Et voilà, et puis je t'invite à liker, à t'abonner si tu connais pas, et puis on va discuter, voilà, enfin je vais discuter tout seul, et tu vas écouter, et puis tu vas faire comme si j'étais avec toi, et on va se tenir la main comme ça. Alors oui, d'abord, je reviens sur ma situation professionnelle, parce que vous avez été nombreux à venir me demander où est-ce que j'en étais, ou voilà, parce que j'avais confié en story que je cherchais à changer de métier. Voilà, je cherche une reconversion professionnelle, parce que ça me regarde. Je cherche à changer de job, mais bon, actuellement, je suis donc automaticien, je suis technicien en automatisme en centrale nucléaire. Voilà, donc, c'est pas du tout de la communication, comme j'ai pu lire quelque part, comme certains le pensaient d'ailleurs en me le disant. Non, je fais pas du tout de communication. Pour moi, tout ça, c'est totalement du temps libre, voilà, et c'est un truc qui est complètement fait en autodidacte. J'ai aucune formation en communication. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là, mais c'est pour mettre le petit point, parce que je sais que c'est une question qui revient régulièrement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, en sachant que forcément, il y a des nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne. D'ailleurs, un gros bisou à tous ceux qui nous rejoignent maintenant, et gros bisou à tous ceux qui sont là depuis le début, parce que vraiment, vous êtes des personnes assez incroyables. Et voilà. On commence par, je vais te lire les questions, ça va être très simple, et je vais y répondre. Hop, paf. Alors, quelles sont mes autres passions ? Enfin, la question, c'est quelles sont tes autres... Enfin, moi. Enfin, bref. Mes autres passions, j'en ai déjà parlé aussi, mais je vais refaire un point là-dessus, parce que c'est un truc qui étonne parfois. Je suis quelqu'un de passionné de manière générale, c'est-à-dire que, en gros, je vais avoir un domaine qui va me passionner pendant X années, soit j'y reste, soit je transfère sur un autre domaine qui va me passionner énormément, et tout ça, ça coûte de l'argent, généralement, on va pas se mentir, hein, clairement. Donc, ma première passion, j'ai la passion au top du top, c'est la musique. Voilà, je suis moi-même guitariste depuis 24 ans désormais, allez, 20 ans de manière assidue, les 4 dernières étaient un petit peu moins présentes, mais néanmoins ça fait un bail. Guitare acoustique, guitare électrique, je suis un grand consommateur, enfin j'étais surtout au départ un grand consommateur de métal, et maintenant je me suis diversifié dans plein de choses différentes, mais quoi qu'il en soit, le rock ça reste la fibre, ça reste le truc, voilà, qui m'a animé pendant longtemps, pour maintenant partir sur des choses comme du folk, comme des choses, voilà, un peu plus comme ça, bref. Et donc ça c'est la première partie, la musique, et c'est pour ça que je joue énormément avec les musiques aussi sur ces vidéos-là, et surtout sur les vidéos d'unboxing, etc., parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime, la musique c'est quelque chose que je trouve ultra important dans ma vie. Et à côté de ça, quelles sont mes autres passions ? Donc je suis fan de l'Olympique de Marseille, voilà, football, t'es peut-être pas à l'Olympique de Marseille, c'est peut-être même pas du tout football, ça te gonfle peut-être, et t'as tout à fait le droit. Quoi qu'il en soit, c'est un truc de famille, mon grand-père, ils ont lui-même joué à l'Olympique de Marseille. Voilà, mon grand-père, c'est Gunnar Andersson, pour ceux qui connaissent, le toujours actuel meilleur buteur du club. Donc j'ai même eu l'occasion, en 2019, d'aller donner le coup d'envoi du Marseille-Rennes, donc c'était en mois d'octobre, pour les 120 ans. Voilà, donc ça c'est un truc que j'oublierai jamais, voilà, c'est des trucs qui restent gravés dans la tête, donc j'ai eu l'occasion de faire ça avec mon père. Ça c'est, donc, je te glisse comme ça, c'est une autre passion, et une autre passion dévorante, enfin je dirais pas dévorante parce que pour le coup elle me coûte beaucoup moins cher, c'est le catch. Voilà, je suis fan de catch depuis
20 ans, ça va faire 20 ans maintenant. C'est un truc qui est venu au départ par le jeu vidéo, parce que c'est pareil, hein, je suis passionné de jeux vidéo, mais ça je vous l'ai déjà expliqué un nombre de fois incalculable, mais c'est un truc qui a commencé par le jeu vidéo sur Nintendo 64 où on se foutait sur la tronche avec mes frères, avec des potes, etc. Et c'était vraiment un gros kiff, quoi. C'était vraiment la défoulade, quoi. C'est le truc qui vraiment m'animait, en tout cas, c'était de pouvoir se foutre sur la tronche. Et puis, bah, quand t'es gamin, ramasser une batte de baseball ou une chaise sous un ring, bon, bah, c'est vachement classe, quoi. Et finalement, donc, après la 64, j'ai joué à la PS1 et j'avais pas de jeu de catch sur la PS1, et c'est qu'à partir de la PS2 j'ai commencé à m'y remettre, et alors là, par contre, je m'y suis remis, j'ai découvert le téléchargement plus ou moins légal, et donc la possibilité de télécharger des véritables shows de catch. Parce que ça, je ne savais pas du tout comment ça se passait, je savais pas comment c'était diffusé, etc. Et j'étais tombé déjà amoureux du truc quand j'étais chez ma grand-mère, pour te dire, ça remonte. Ouais, je devais avoir 7-8 ans, et sur Canal+, ils ont diffusé pendant un moment, et quand je suis tombé dessus, et moi j'étais, avec mon frère, on était fous, et on attendait en fait tous les jours que ça repasse, on savait pas du tout quand est-ce que ça passait, donc on passait des heures et des heures devant la télé, à rien, quoi, parce que du coup, c'était pas ce qu'on voulait voir. Bref, peu importe. Donc voilà, le catch sur principalement américain, je regarde aussi du japonais, je regarde aussi du mexicain, mais voilà. En tout cas, je te donne ça comme ça, et maintenant tu sais, bah voilà, en gros, mes passions, je sais pas si j'en ai d'autres. Peut-être qu'il y a d'autres certaines choses un peu cheloues qui vont ressortir peut-être dans la vidéo, j'en sais rien, on verra. Alors salut, une question simple qui peut soulever une réponse plus complexe peut-être. Pourquoi tu joues? Alors, ça fera écho à quelques questions qui arrivent ensuite, mais pourquoi je joue? Parce que c'est amusant. Pas ouf, hein. Mais la vérité, elle est là, c'est vraiment l'épicentre de pourquoi je joue. C'est-à-dire que à l'origine, comme je l'ai dit juste avant, je suis un passionné de jeux vidéo. Et pourquoi ça? Parce que quand j'étais gamin, j'étais passionné de jeux de plateau. Sauf que j'étais un petit peu tout seul à jouer. Donc il fallait un peu forcer les copains à droite à gauche, enfin les frères et sœurs, surtout la famille. Et donc, forcément, lorsqu'arrive le moment où tu te rends compte que t'es un petit peu tout seul à jouer, eh bien tu découvres les jeux vidéo, et alors là, les jeux vidéo c'était une porte ouverte à tout et n'importe quoi pour moi, parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures, et parce que je découvrais des univers, je vivais des choses assez incroyables, vraiment, ça a été une période de ma vie qui a été riche, culturellement parlant, parce que on n'assiste pas souvent là-dessus depuis le Covid, on le dit un peu plus, mais c'est un produit culturel qui est très fort, le jeu vidéo à mon sens, parce que on va t'introduire des choses que jamais tu n'aurais cherché ailleurs dans ta vie, que ce soit des notions historiques, que ce soit des notions culturelles, religieuses, bref, il n'y a pas que ça bien évidemment, mais c'est un vivier finalement d'imagination et de créativité, et c'est quelque chose moi qui m'a toujours emmené, parce que des belles histoires, parce que du gameplay hein, évidemment, mais j'avoue que c'est d'abord moi la partie immersion dans un univers, ce sera toujours ça, et c'est vraiment un truc qui ressort même dans le jeu de société, c'est cette partie qui finalement va me transporter. Et donc quand par exemple, je peux te donner des jeux que j'ai en référence, mais le tout premier jeu que j'ai eu sur la PlayStation 1, c'était Final Fantasy VIII. Alors je sais que pour certains d'entre vous, c'est le 7, le Saint Graal. Moi, ça a été le 8, parce que le 8, j'ai eu la PS1 tardivement, enfin plus tard en tout cas, je l'ai pas eu à la sortie, et donc la Final Fantasy VIII, c'est la découverte des Final Fantasy, et ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable, quoi. J'étais totalement attaché aux personnages, je voulais absolument les voir progresser, et je prenais vraiment un temps infini à me rendre dans cet univers, et à me perdre dans cet univers, qui était fou. Et autour de ça, eh bien, il y a toute la série des Metal Gear Solid dont je suis absolument fan. Il y a Mass Effect que j'ai beaucoup aimé, ça c'est beaucoup plus récent, bien évidemment. Bref, il y a et puis beaucoup de jeux indépendants aussi. Par exemple, du Shadow of the Colossus. Ça, c'est un truc que j'ai découvert plus tard, mais punaise, la claque dans la tronche. Et donc, je sais que la question elle était sur le jeu de société, mais pourquoi est-ce que du coup maintenant le jeu de société? Parce que j'ai redécouvert ça finalement il y a peut-être une dizaine d'années. Ouais, c'est ça doit être à peu près ça, si c'est ça, une dizaine d'années. J'ai redécouvert le jeu de société, je me suis repris d'amour à contempler les boîtes et à me demander ce que ça allait être et comment allait être le gameplay, etc., sans y connaître rien du tout. J'étais resté au stade de le Monopoly, le Cluedo, enfin tu vois quoi, quand tu vas chez Leclerc, quoi. C'était clairement ça. Donc pourquoi je joue? Eh bien parce que, à l'origine, c'était pour découvrir cet univers richissime qui existait donc derrière le Monopoly, etc., et qui continue d'être de plus en plus riche, et aussi pour m'éclater seul, ou avec des potes, ou avec ma femme,
et trouver voilà, des choses nouvelles, des univers nouveaux, des mécaniques nouvelles, bref, vraiment élargir finalement mon champ de curiosité qui gravite autour de cette création-là, de cet objet culturel-là aussi, parce que le jeu de société, c'est clairement un objet culturel, et voilà. Quel est le jeu qui a fait que tu as plongé dans la folie d'achat des jeux de société? Alors, je vais répondre à cette question, à celle juste après. Quel est le jeu de société qui t'a donné l'envie d'en faire une passion? Je vais commencer par celle-ci d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai commencé... Vraiment, ça a commencé à me prendre aux tripes, grosso modo, lorsque j'ai commencé à jouer à Talisman. Parce que Talisman, c'était vraiment une découverte assez folle, dans le sens où j'étais encore une fois bloqué dans ce tandem Monopoly, enfin c'est même plus un tandem, mais Monopoly, Cluedo, si j'avais un Carcassonne qui traînait quand même. Mais voilà, j'avais pas le prisme finalement de tout ce qui existait dans cet univers fou qu'est le jeu de société. Et donc, quand j'ai commencé à jouer à Talisman, ça a été une découverte de fou, parce que un univers heroic fantasy, j'adore ça évidemment, un univers de dingue, possibilité d'avoir des personnages différents avec des pouvoirs différents. Alors ok, maintenant tu vas me dire c'est du lancer de dés, etc. Mais ça à l'époque je m'en foutais totalement, je ne connaissais rien, donc t'imagines, je tombe là-dessus, moi je suis totalement fou amoureux du truc, quoi. Je me suis vraiment éclaté, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le dis encore, de temps à autre je le sors, parce que vraiment j'adore Talisman, c'est pas un jeu que je poncerais, parce que maintenant il existe des propositions ludiques qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus pertinentes. Pour autant, c'est un petit choix du cœur, quoi. C'est vraiment quelque chose que quand je le ressors, je dis oui, je passe un bon moment, parce que je me rappelle, voilà, je suis très nostalgique comme personne, donc je me rappelle des moments passés avec ma femme à jouer pendant X soirées à Talisman, parce qu'elle arrivait pas à me battre, alors que bon, c'était un petit coup de bol quand même, et puis les soirées à se transformer en crapaud, bref, ce genre de choses-là. Donc Talisman, c'est vraiment été le feu qui a démarré. Ça a commencé par Talisman, et ensuite, qu'est-ce qui m'a plongé dans la folie d'achat des jeux de société, parce que je pense que le terme est bon, hein, clairement, au bout d'un moment, il y a une période où j'achetais énormément, et j'achetais surtout en occasion. C'est quand, à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait un marché de l'occasion qui était quand même assez fort sur le jeu de société, et bien là j'ai commencé à découvrir des choses assez folles, parce que j'ai commencé à acheter des jeux en lot, etc., parce que je voulais découvrir plein de choses, sans vraiment me renseigner, parce que je ne connaissais pas des sites comme Board Game Geek, que je connaissais pas du tout, enfin bref, je connaissais pas tout ça. Donc c'était vraiment de la découverte comme je pouvais la faire. Et donc je pense pas qu'il y ait un jeu qui réellement m'a fait dire je vais acheter à fond. Néanmoins, ce que je peux te citer, c'est un jeu le premier batch de jeux que j'ai acheté, dans la premier lot, il y avait Horror Arkham, le JCE. Et moi, j'avais trouvé ça incroyable. Le truc, c'est que je l'ai revendu parce que ma femme avait détesté et que j'avais personne pour y jouer. Mais pour autant, j'avais trouvé la mécanique assez folle. Enfin, vraiment, quand tu donnes ça à quelqu'un qui connaît pas le jeu de société, ça claque, quoi. Ça claque. Après, je suis pas fan de la construction de deck, donc bref, ça, je vais pas te faire une review sur Horror Arkham. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça, c'est l'un des trucs dont je me souviens lors de mes premiers achats, finalement, de jeux de société hors chez Leclerc, quoi. Quel est ton style de jeu préféré et celui qui t'a le plus marqué? Alors, ça a évolué. Avec le temps, ça a évolué. J'ai commencé... vraiment, alors je te passe la phase Monopoly, etc., mais j'ai commencé à réellement apprécier les jeux de figurines. Enfin, les jeux avec figurines, attention. Parce que je sais qu'il y a des puristes, et je parle pas des jeux Marvel Crisis Protocol, Shatterpoint, ce genre de choses-là. Non, je parle vraiment du jeu avec des figurines, donc les jeux genre Assaut sur l'Empire, Descent, ce genre de choses-là. Et donc mon style préféré, ça restera celui-là. C'est l'Améritrash. Parce que ça raconte des histoires, parce que c'est un univers, parce qu'il se passe des choses, enfin... Voilà, j'aime énormément l'Améritrash. Maintenant, j'ai vraiment joué à beaucoup d'Améritrash. Donc, il y en a certains sur lesquels je suis bien plus critique. Et du coup, celui qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est Descent V2. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment le premier jeu en campagne que j'ai eu. Moi, je crois que c'est vraiment le premier jeu en campagne que j'ai eu. Et voilà, j'ai été bluffé par les possibilités, en fait, les capacités d'un jeu pareil sur le long terme. Et aussi sur l'utilisation de l'application qu'ils ont implémentée ensuite pour pouvoir jouer en coopératif, que je trouvais assez incroyable, et c'est vraiment un truc qui, si je l'avais eu quand j'étais gosse, j'aurais été fou, quoi. J'aurais été fou d'avoir un truc pareil, et donc clairement, je pense que celui qui m'a le plus marqué, parce que voilà, c'était une vraie découverte, ça restera celui-ci dans cette catégorie-là. Est-ce que tu as déjà galéré pour expliquer les règles d'un jeu à de nouveaux joueurs? Que conseillerais-tu pour se perfectionner en transmission de règles pour initier de vrais novices? Où est
pour initier des amateurs mais qui découvrent un nouveau jeu. Oui, bien sûr que j'ai galéré pour expliquer des règles. Bien sûr que j'ai galéré pour expliquer des règles. Pourquoi ? Parce que le support fait que... C'est 70% du boulot, il est fait par le support. Si le livret de règles, il est amené de telle manière, parce que toi, tu comprends, tu puisses comprendre rapidement, dans ton esprit, tu puisses comprendre rapidement le déroulé du jeu, normalement, c'est quasi tout gagné. C'est bon, si t'as pigé, si tu vois les trucs arriver les uns après les autres, c'est bon, tu vas le restituer et c'est gagné. Par contre, si tu te tapes un livret de règles où il y a de la micro-règle à droite, il faut que tu fasses des retours arrière, etc., là, c'est beaucoup plus complexe. Je sais que moi, pour le coup, lorsque j'explique un jeu, je le fais comme en vidéo, en fait, quand je fais une vidéo règle, j'en fais moins maintenant, mais bon, en tout cas, comment ça se passe ? Il y a un vase, voilà, à l'envers, là, enfin, c'est pas un vase à l'envers, parce que c'est un entonnoir, plutôt, c'est ça que je vais vous dire. Je commence toujours par, voilà, le but du jeu, c'est quoi ? Le but du jeu, c'est ça, c'est quoi la thématique, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Voilà, est-ce qu'il y a un but, etc. Et une fois que ça c'est fait, je passe au résumé finalement de ce qu'on va faire pendant un tour de jeu. Voilà, généralement c'est comme ça que ça se passe, Qu'est-ce que tu vas faire pour un tour de jeu ? Est-ce que tu vas faire 2 actions et un rafraîchissement ? Est-ce que tu vas faire, une action et une action gratuite ? Enfin bref, tu vois le genre. Et en donnant un peu de contexte autour de ça. Et une fois que ça c'est fait, bien forcément je rentre dans le détail de ce qui est important. Donc si on parle d'un listing d'actions, expliquer toutes les actions, pourquoi les faire, etc. Bref, c'est comme ça que je fais jusqu'à forcément la fin de la partie. Maintenant, il y a des jeux, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, récemment, j'ai fait Pacte avec le Diable, et notamment, c'est plus compliqué si t'as pas la possibilité d'y jouer avant. Parce que Pacte avec le Diable, comme par exemple La Familia, c'est des jeux qui se jouent exclusivement à 4 joueurs. Donc j'avais aucunement la possibilité d'y jouer avant que la soirée se présente. Donc là, tu as lu le livret, tu l'as relu, ok, c'est à peu près clair dans ta tête, mais mine de rien, tu t'es posé beaucoup de questions en le lisant, et là, bim, il faut le restituer, t'as pas d'autre choix que de prendre le livret et de dérouler les pages, et d'essayer de te remémorer les petites erreurs que tu pourrais commettre. Sauf que là, c'est difficile de jongler, entre le livret, entre ce que tu te souviens, entre le fait que tu l'expliques en même temps, puis t'as toujours des personnes qui ont pas le même degré d'attention, ou qui ont pas la même facilité de compréhension aussi. Donc, il y a des moments, il y a des personnes avec qui tu vas prendre plus de temps, et donc ça peut te perdre un petit peu dans ton cheminement, bref. Donc ça, quel conseil je donnerais ? Je pense pas qu'il y ait de conseil véritable. Si c'est possible, s'il y a un mode solo, je le fais en solo. Voilà, je commence à faire quelques tours en solo pour vraiment prendre le pouls de la mécanique, et déjà t'as fait 50% du job à ce niveau-là. Et donc si c'est possible de le faire en solo, je le fais en solo, même si c'est un 2 joueurs, je joue 2 joueurs, histoire de voir comment un peu ça se goupille. Voilà, et pour initier de vrais novices ou pour initier des amateurs mais qui découvrent un nouveau jeu. Alors pour des amateurs qui découvrent un nouveau jeu, ça c'est pour moi, je vais aller un peu plus loin que la question. Comment est-ce que j'initie des nouveaux joueurs ? Alors je le fais pas tous les jours, très clairement, mais il y a des erreurs à ne pas commettre. Forcément, il faut pas arriver avec ton jeu préféré qui est un Fister par exemple, ou un Mind Clash, enfin bref. Ça, c'est pas forcément les jeux les plus compliqués, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est costaud pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça. C'est costaud voilà. Il faut que les choses elles arrivent au fur et à mesure. Dans une prochaine vidéo, dans une vidéo qui sera publiée avant, je sais pas, je parle de King of Tokyo par exemple. King of Tokyo, j'ai énormément joué avec ma fille, et c'est un jeu qui m'a aidé à introduire le jeu de société moderne à des personnes qui n'avaient jamais joué. Et alors, pour certains, vous allez dire, ouais, mais King of Tokyo, c'est bon, tu lances des dés. Peut-être, mais pour autant, c'est quelque chose de nouveau. Ça ouvre sur l'univers du jeu de société moderne. C'est clairement ça. Et donc, au fur et à mesure, je vais chercher un petit peu ce qui, potentiellement, pourrait intéresser. Ok, on fait de l'Eurogame. L'Eurogame, ça te plaît pas, t'as pas trop envie d'anticiper, t'aimes pas trop ça. Ok, on laisse tomber l'Eurogame, on essaye l'Améritrash, le narratif, t'aimes pas du tout, t'aimes pas le narratif, ok, on laisse tomber le narratif. Enfin voilà, tu préfères les petits jeux. Par exemple, moi j'ai un frère, son kiff, c'est les mini-yellow, par exemple. Voilà, c'est son truc, les petits jeux, les jeux qui se jouent très rapidement, c'est ça. J'en ai d'autres, j'ai un groupe de joueurs, ça va être beaucoup plus de l'Eurogame bien tordu. J'en ai un autre, ça va être de l'initié, de l'intermédiaire. C'est comme ça que ça fonctionne, et puis voilà, après il faut réussir à sensibiliser les gens, sans leur faire peur, évidemment. Si c'est toujours d'actualité, t'as combien de temps de pause le midi ? 1 heure. Voilà, j'ai 1 heure, et en 1 heure, généralement je case soit des jeux plus petits, là, par exemple en ce moment, je suis à la recherche de la Planète X. Alors faut pas trop traîner, faut manger assez vite, mais ça rentre pile poil dans 1 heure, et voilà, donc si on est bien optimisé, normalement il y a moyen que ça passe. Arrives-tu à concilier vie de famille et ta passion ludique sans difficulté ? As-tu des animaux ? Quel éditeur de jeu te rendrait partial ? Vas-tu baquer Puerto Rico ? Quel est le dernier bouquin que t'as lu ? Bon, il y a beaucoup de choses. Arrives-tu à concilier vie de famille et ta passion ludique sans difficulté ? Je vais pas dire que c'est simple, parce que j'ai des enfants, et parce que je suis marié, et je peux pas passer ma vie ici.
C'est clair, je peux pas faire que ça. Pour autant, j'essaie d'optimiser à mort. Donc, malheureusement, ce qui a pris un peu, c'est mon sommeil. Voilà, c'est clair que là, le sommeil, j'en ai perdu un petit peu. J'essaie de faire attention, j'essaie d'équilibrer, parce que bon, faut quand même faire super gaffe. Mais au départ, c'était vraiment ça. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais voilà, l'essentiel du tournage va se faire sur ces moments-là. Donc là, actuellement, je suis tout seul parce que tout le monde dort. C'est comme ça que ça se passe. Mais aussi, je vais essayer de faire, alors là je parle du tournage surtout, mais j'essaie de le faire quand je suis tout seul à la maison parce que je suis en congé, ce genre de choses-là. Le montage, voilà, je le fais si jamais on n'a rien de prévu, j'essaie de passer du temps dessus au moment où vraiment je suis tout seul, ou alors au moment où les enfants sont bien occupés, etc. Pour ce qui est du jeu en lui-même, eh bien c'est une histoire de compromis, quoi. Voilà, c'est comme ça, j'ai une soirée minimum, j'ai une soirée par semaine pour pouvoir tester les jeux, avec des groupes différents. Et donc ça se passe plutôt très très bien. Évidemment, en tant que passionné, j'aimerais en avoir 2 fois plus, hein. C'est comme ça que ça se passe. Mais bon, faut pas trop exagérer, il faut savoir se contenter de ce qu'on a aussi. As-tu des animaux? Oui, j'ai un chien, un braque de Weimar. Quel éditeur de jeu te rendrait partial? C'est difficile à dire, c'est très difficile à dire. Forcément, quand on travaille donc avec des éditeurs, il y a des liens qui se créent, hein, c'est clair et net. Mais pour autant, j'ai jamais eu la sensation, à un moment donné, de me dire ouais, non, je vais pas faire de review de ce truc-là parce que ça me plaît pas et que j'aime bien un tel. Voilà, je vais mettre plus de temps à comprendre pourquoi j'aime pas un jeu. Clairement, je vais mettre plus de temps parce que je considère que je ne suis jamais à l'abri d'être passé à côté de quelque chose d'important, à côté de quelque chose parce que je suis pas dans le bon mood, etc. Maintenant, est-ce qu'un éditeur de jeu me rendrait partial? Je sais pas, je dirais plutôt des petits éditeurs. Plutôt les auto-édités. Là-dessus, je fais beaucoup plus attention parce que c'est souvent des projets en cours, c'est souvent des choses qui vont naître, qui nécessitent du travail, et arriver derrière et venir expliquer que non, de toute façon le jeu, il n'y fait ni à faire. Voilà, je pense que c'est pas la bonne démarche. Donc je dirais plus, il n'y a pas d'éditeur vraiment en particulier, mais plutôt les petits éditeurs, les auto-édités, les auteurs, ce genre de choses-là. Quel est le dernier bouquin que j'ai lu? Alors le dernier bouquin que j'ai terminé de lire, c'est Dune, la première partie. Voilà, hein, donc clairement j'ai joué à Dune Imperium et j'ai eu envie de découvrir, de lire clairement Dune. Et là, le dernier bouquin que j'ai lu c'était ça. Sinon, j'ai commencé à lire, c'est Conan le Barbare. Voilà. Quels sont pour toi les 3 à 5 jeux indispensables, les 3 à 5 jeux indispensables dans une ludothèque? Alors ça, c'est très difficile à dire parce que ça va vraiment dépendre des joueurs. Il y a une réponse qui semble évidente qui est Seven Wonders. Parce que Seven Wonders, ça passe avec tout le monde normalement. Sauf si, bien évidemment, t'as déjà joué énormément à ce jeu-là. Mais quand on me pose la question, les jeux indispensables de 3 à 5 jeux indispensables dans une ludothèque, je pense à la ludothèque de monsieur et madame tout le monde. Et donc dans ce cas-là, je me dis, voilà, un Seven Wonders, ça pourrait faire tout à fait le café dans cette optique-là, tu pourrais le ressortir régulièrement. Ou alors un Seven Wonders Duel, si jamais tu joues qu'à 2. Parce qu'il y a aussi ça, il y a beaucoup de gens qui jouent exclusivement à 2. Après, moi personnellement, si je regarde un petit peu ce que j'ai autour, dans mes indispensables, je conserverais des Dune Imperium. Voilà, si je devais conserver de 3 à 5 jeux, il y aurait certainement Dune Imperium dans l'affaire, il y aurait certainement Tricerion, il y aurait très certainement Great Western Trail, qui est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et tu vois, dans tout ça, il n'y a pas encore d'Ameritrash, hein. Je t'avais dit que c'était ce que je préférais, mais c'est parce que c'est beaucoup plus facile à sortir, évidemment. Après, c'est pas facile. Hein. Nucleum. J'ai vraiment aimé Nucleum. Donc, Nucleum, et puis, ou Darwin's Journey, tu vois, l'un ou l'autre. Et sinon, Beyond the Sun. Voilà. Si j'avais 3 à 5 jeux, en tout cas, à te donner comme ça, je regarde dans ma ludothèque, parmi ce que j'ai moi, ce serait ça. Sinon, en effet, si on cherche des jeux plus pour tout le monde, il y a du Seven Wonders. Je sais que Bunny Kingdom, il marche très bien. Voilà, ça, c'est des jeux, je l'ai, hein, j'y joue pas beaucoup. Mais c'est des jeux qui marchent très bien chez beaucoup de monde, ce type de jeu-là, ça permet d'avoir aussi une approche un peu différente. En expert, il y a Érudit des Tigres du Sud. Voilà, Érudit des Tigres du Sud, c'est un jeu que je trouve absolument génial. Si vraiment on veut se triturer, je l'avais trouvé vraiment chouette. Voilà. Comment es-tu arrivé dans l'univers du jeu de société et pour quelles raisons, en particulier pour le jeu en solo? L'univers du jeu de société, j'en ai déjà parlé, donc ça je vais pas revenir dessus. Les raisons aussi, et en particulier pour le jeu solo. Alors le jeu solo, j'ai découvert un peu sur le tard, pareil avec le reste de ce que j'avais découvert au fur et à mesure que ma culture ludique se développait, j'ai découvert que l'existence du jeu solo, et je trouvais ça fou, parce que moi quand j'étais gosse,
J'aurais adoré avoir du jeu solo. Parce qu'encore une fois, j'ai arrêté de jouer aux jeux de société quand j'étais gamin, parce que j'étais tout seul. Et que les jeux solo, les solos, ça n'existait pas. En tout cas, dans les jeux que j'avais, ça n'existait pas. Donc, je dirais que j'ai commencé à jouer en solo quand j'ai commencé à recevoir les projets KS. Par exemple, je sais que j'ai fait quasiment la totalité de la campagne Rage Busters de Mythic Games en solo. Donc elle est restée sur la table et j'y ai joué pas mal de fois tout seul. C'est vraiment dans cette période-là où j'ai commencé à sérieusement jouer en solo. Idem avec du coup Horror à Arkham. Donc c'est cette période-là, 2000... je dirais peut-être une bêtise, mais si ça va du 2017, autour de 2017, je dirais par là. Donc est-ce que vous jouez en festival assaut ou au salon avec tous ces jeux reçus et achetés? En fait, je vais rarement en festival, voilà, c'est pas un truc que je fais le plus. Là, je suis allé à Vichy pour la première fois, j'ai fait le flip. Voilà, le flip, il est pas loin de chez moi, donc du coup, je peux me permettre d'y aller plus facilement tous les jours sans loger sur place. Mais je le fais pas régulièrement. Quand j'y vais, l'année dernière, j'avais beaucoup joué en festival, enfin au flip. Cette année, moins, parce que j'ai eu moins le temps et que j'étais tout seul en plus de ça, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais je suis pas certain que c'est un lien réel avec les jeux que je reçois. Après, forcément, s'il y a des jeux que j'ai et que je les vois en festival, je vais pas y jouer. Voilà, j'y vais pas pour jouer à des trucs que j'ai déjà à la maison, j'y vais surtout pour découvrir de nouvelles choses. Donc voilà. Quelle licence de livres, BD, jeux vidéo, film aimerais-tu voir adapté dans un bon jeu de plateau? C'est une très bonne question. Il y a quelques mois, je t'aurais dit Cyberpunk 2077. Parce que ce qu'a proposé Cool Mini or Not était vraiment pas de qualité. Maintenant, il y a Go On Board qui va dessus, mais j'y crois pas du tout, très honnêtement. Donc j'aurais bien aimé avoir un vrai jeu de qualité autour de ça. Jeux vidéo, il y a beaucoup d'adaptations. Hein. Je sais que j'en couvre pas mal sur cette chaîne. Maintenant, c'est difficile de faire des jeux de société, des jeux vidéo en jeux de société, même s'il y a eu quelques réussites comme This War of Mine, comme Frostpunk. D'ailleurs, c'est deux jeux 11 bits. Hein. Et après, forcément, je te parlerai de tout ce qui est attrait au catch. Mais c'est difficile parce que voilà, ce qui sort, c'est jamais fifou. Le seul que j'ai pas fait, c'est Rumble Slam, tu vois, par exemple. Apparemment, c'est chouette, mais bon, j'en sais pas plus que ça. Comment contraindre son compagnon à jouer à Seven Citadel? Bonne question. Ça, j'en sais rien, parce que moi, pour le coup, Seven Citadel, j'y ai pas encore joué. Quel est ton budget mensuel pour acheter des jeux? Alors ça a grandement évolué. Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, je reçois des jeux de la part d'éditeurs. Donc forcément, je vais pas les racheter. Ça tombe sous le sens. Donc, quel est mon budget mensuel? Il a beaucoup évolué. Il y a une époque où ça pouvait arriver que je dépense 400 balles dans un mois de jeux. Que ce soit par des jeux d'occasion, des ventes privées, ce genre de choses-là. Mais voilà, ça pouvait arriver. Maintenant, ça est vachement réduit, forcément, parce que déjà, d'une, je suis beaucoup plus pointilleux sur ce que j'achète. Et parce que, comme je te l'ai dit, je reçois des jeux via des éditeurs. Donc, aujourd'hui, je dirais qu'en moyenne, si je devais moyenner sur l'année, je pense que je dois acheter 2 jeux par mois. Voilà, je pense que ça doit être ça. Que penses-tu des barrageux? Alors, je n'ai jamais été en barrageux. Pourtant, il y en a un qui paraît qui est très bien à côté de chez moi, donc sur Tours, qui est le Kubrick. J'ai jamais fait ça. J'y réfléchis parce que pour le coup, comme justement je reçois des jeux qui sont parfois en avant-première, je pourrais les faire tester en fait, y jouer et tester avec des personnes qui n'ont pas ça, dans des barrageux, mais voilà, j'ai jamais tenté le coup et faudrait que je m'y mette. Faudrait clairement que je m'y mette. Est-ce que j'ai déjà fait du JDR et si oui, quel univers m'a le plus plu? Eh ben non. J'ai jamais fait de JDR. Voilà, c'est un grand regret que j'ai, c'est parce que je ne connaissais personne dans ce qui jouait à du JDR, et donc forcément je n'en ai jamais fait. Pour autant, quand je vois ce qui sort, là par exemple j'ai vu à Vichy des JDR sur Blade Runner, du JDR sur Fallout, sur Horror Arkham, moi j'ai envie de faire ça quoi. J'ai clairement envie de faire ça. Créer un jeu, ça t'est déjà passé par la tête, totalement, et j'y réfléchis. Voilà, je sais pas encore quoi, parce que ça part généralement un peu dans tous les sens, mais ouais, j'y réfléchis. Très clairement. Quel est le jeu préféré de ta conjointe? Ça va être très long. Ça va être très long. Alors, mes jeux préférés, on va avoir les jeux d'enquête que j'aime beaucoup, les dossiers criminels. On a joué il y a peu de temps à Cold Case. On a la Detective Box que j'avais trouvé cool. Ensuite, on va avoir... je suis assez sensible, en fin de compte, à tout ce qui a une patte graphique assez sympa. J'aime beaucoup, donc, et jouer et la patte visuelle sur Redac Chef. Art Society, que j'aimais beaucoup. J'essaie de regarder ce qu'il y a sur le côté. Ça m'aide pas beaucoup plus. The Loop, on y a joué énormément. Les couleurs, la thématique, tout ça, c'est hyper peps, donc ça, j'aime beaucoup. Le Dilemme du Roi.
Le dilemme du roi, on a enchaîné les parties, j'ai trouvé ça incroyable. Le côté legacy, j'ai adoré, sachant qu'en fait on connaissait pas l'issue, donc ça c'était vraiment super sympa. Et puis après, Destinies. J'aime bien le fait de me faire guider par la tablette, le fait qu'il n'y ait pas de temps perdu à de l'explication de règles, voilà, qu'il y ait une vraie aventure, un vrai lore autour, et voilà, qu'on se laisse guider par l'histoire, c'est vraiment ça, c'est vraiment cool. Et à quel jeu est-ce qu'elle parvient à te battre? Les jeux où je bannis en général, tout jeu qui comporte des dés, parce qu'il a il a une shkumun de ouf. J'ai jamais vu quelqu'un aussi nul au dé, soyons très honnêtes. Entre vous et moi, maintenant je peux le dire. Dès qu'il y a des dés, il est mort. Voilà, un tout petit peu de hasard, sa partie va pas bien se passer. Donc voilà, Cora, je lui roule dessus. Ça, je pense qu'on peut le dire aussi comme ça. Quand il y a des cartes et du hasard, pas top non plus, mais rien aussi lamentable pour lui qu'un bon lancer de dés bien nul. Où là, effectivement, il finit toujours dernier. Si je devais choisir qu'un seul jeu, lequel ce serait et pourquoi? Ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que il y a des jeux du cœur, il y a des jeux que je conserve parce que je les aime énormément, mais j'arrive pas à les sortir. Et il y a des jeux, là, si je devais en garder qu'un seul, ce serait peut-être le jeu que j'arriverais à plus ressortir, tu vois, par exemple. Mais voilà, si je devais en conserver un seul, allez, je dirais Pax Pamir. Parce que Pax Pamir, en plus d'être génial, il est magnifique. Quand est-ce que tu vas sortir Skymines de ta pile de la honte et trouver enfin un moyen de fermer cette boîte, ou tu veux que je contacte Super Meeple pour toi? Bah, elle est rangée là, mais elle est toujours... non, elle est toujours pas bien fermée. Je sais pas ce que j'ai foutu avec ça, en fait, parce que tout le monde me dit, mais non, mais en fait, normalement, ça ferme, même avec les boîtes, hein. Mais je sais pas, ou alors j'ai pas tout dépunché, je sais pas. J'ai le plateau qui est là, les boîtes, elles sont rangées correctement, le plateau, il me semble aussi. Ah non, c'est qu'il y a encore les punchboards. Voilà. T'as ta réponse, c'est pour ça qu'elle ferme pas. J'étais persuadé d'avoir dépunché, mais pas du tout. J'avais commencé à m'enseigner, enfin à lire les règles, et puis je me suis arrêté là. Il faut que je le fasse, faut absolument que je le fasse. Voilà pour Skymines. Donc non, pas besoin d'appeler Super Meeple, faut juste que je dépunch. Comment est-ce que je vis la défaite au jeu? Est-ce que je suis déjà tombé sur un mauvais joueur et comment est-ce que j'ai géré son comportement? Alors la défaite au jeu, moi elle est variable. Ça me dérange pas de perdre. Parce que si je commençais à être dérangé par la défaite, ça sera compliqué. Mais j'avoue que quand ça repose sur du lancer de dés, ou quand ça repose sur des choses dans lesquelles t'as pas beaucoup de maîtrise, ça a une tendance un peu à me gonfler. Voilà, par exemple Destinies, typiquement, comme Destinies, c'est assez particulier dans le sens où bah tu dois aller accomplir ta destinée, et bah si t'y arrives pas, c'est fichu, tu le feras jamais, hein, parce que le jeu, maintenant tu le connais. Et bien ça, typiquement, quand tu commences à enchaîner les mauvais lancers de dés, voilà, là ça me gonfle, tu vois, parce que je dis j'arrive pas à progresser, et ça m'emmerde, donc pourtant j'aime bien le jeu, mais il peut être terriblement frustrant, et j'avais le même sentiment avec Cora, pas beaucoup de tours dans Cora, et donc quand tu drops les dés, et que bah ça matche pas, bah t'as déjà perdu 1/10 de ta partie, quoi. Donc c'est un peu, voilà, ça peut, alors, je vais pas exploser, hein, mais clairement ça peut se ressentir que ça me gonfle, ouais. Et par contre, comment je gère les mauvais joueurs? Bah j'en ai pas autour de la table. Voilà, ça m'est pas arrivé. De la frustration, j'en vois des fois, bien sûr, parce que quand tu joues à plusieurs et que, je sais pas, tu joues à 3 ou 4 et qu'il y en a un qui est vraiment aux fraises, généralement c'est sur des découvertes de jeux, hein, mais qui est vraiment aux fraises, bah il y a des moments où tu sens de la frustration, mais ça reste très léger, c'est normal, en fait, ça fait partie du jeu, finalement. On peut être frustré, attention, hein, il y a aucune honte, à mon sens, à être frustré. T'es investi dans un jeu, tu perds, bah voilà, ça te frustre. C'est comme ça. Que penses-tu des gens qui roll back? Ça, c'est non. Ça, c'est non. Alors, tu peux, dans la moindre mesure. Mais si tu commences à me dire que tu refais le tour arrière, etc., que moi j'ai terminé mon tour et que tu dis « Ah non, mais en fait, je me suis trompé, etc., je roll back », c'est pas possible. C'est pas possible parce que, en plus de ça, je joue à des gros jeux. Donc si clairement le gros jeu qui est censé durer 3 heures, il en dure 6 parce qu'il y a du rollback à foison, moi tu me perds, je suis fatigué mentalement et j'y arrive plus. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment que les personnes qui rollback soit capable de se maîtriser là-dessus et d'accepter le fait qu'il se soit planté. Voilà, c'est comme ça, t'avais pas vu au départ, et bah tu l'acceptes. Si vraiment c'est un petit changement, je m'en fous. Si c'est vraiment un truc du genre, en fait je voulais pas me mettre là, je préférais me mettre là, c'est le même effet, ou peut-être que voilà, ça m'intéressait pas parce que moi personnellement je pouvais pas y aller, ça me dérange pas. Par contre, quand ça commence à revoir les conditions du tour, etc., ça c'est non. Quelle est la mécanique de jeu que tu affectionnes le plus? J'en ai déjà parlé. As-tu un éditeur que tu apprécies plus que les autres? Même question pour les auteurs et illustrateurs. Éditeur que j'apprécie plus que les autres, je ne sais pas. Je dirais que cette année, forcément j'ai beaucoup bossé avec eux, alors tu le prends comme tu veux, hein, si tu penses que c'est biaisé, t'as le droit,
mais je trouve que Lucky Duck a réussi à avoir une gamme vraiment très polyvalente dans ce qu'il propose. C'est vraiment très différent, tu peux avoir du jeu familial initié de qualité, comme des Art Society, comme des Wild Wild West, tu peux avoir des experts bien plus complexes, comme tu peux avoir du Conscious Mind par exemple, et tu peux avoir aussi des jeux beaucoup plus accessibles, notamment pour les jeunes, comme La Clé du Royaume, comme tu peux avoir tous les Kids Chronicles, ce genre de choses-là. Donc pour le coup, je dirais, je sais pas si c'est mon éditeur préféré, mais en tout cas, je trouve qu'il a réussi à tirer son épingle du jeu, en tout cas cette année, vis-à-vis des différentes sorties. Sinon, j'aime beaucoup ce que propose Pixie, notamment par les localisations des Garfield Games ou des Board and Dice, notamment avec des Windmill Valley, des Érudits des Tigres du Sud, voilà, ce genre de choses-là. Et puis aussi ce qu'avait sorti Intrafin, notamment en début d'année. Donc là, il y a du Black Rose Wars Rebirth, du Chronique de Drunagor, ce genre de choses-là. Voilà, forcément, moi, ça me parle en tant que joueur. Alors, auteur et illustrateur, j'ai pas répondu à ça. Côté auteur, j'aimais beaucoup David Turczi. Maintenant, je commence à en avoir un petit peu marre, des règles et des contre-règles, etc. C'est un truc qui me gonfle un peu maintenant. J'aime beaucoup Alexander Pfister. J'aime beaucoup Simone Luciani. D'ailleurs, je l'avais interviewé sur la chaîne. Si tu l'as pas vu, tu trouveras l'interview dans la bibliothèque de vidéos. Cory Konietzka, évidemment. Pour Star Wars Rebellion notamment, mais pas que. En termes d'illustrateur, forcément Vincent Dutray, je suis très fan de ce qu'il propose. Paul Bonheur, là dernièrement il a fait le boulot qu'il a fait sur The Dead Keep. Je le trouve assez fabuleux, je connais pas le jeu, mais en tout cas ça donne très clairement envie de s'investir dedans. J'aime beaucoup aussi ce que fait Simon Caruso, notamment sur The Loop. Moi je sais que ça a divisé, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Donc voilà, en tout cas pour quelques références que je peux te donner. Qu'est-ce que je déteste le plus dans un jeu en général, et inversement, qu'est-ce que je préfère le plus? C'est difficile à dire, parce que dans la mécanique de jeu, j'aime pas quand tout est poussif, quand j'ai pas la sensation d'avoir une progression. Voilà, si j'ai vraiment la sensation de faire des actions après les autres juste sans but particulier, si le but étant de gagner, mais sans avoir une stratégie, un moteur à construire, des points d'expérience à gagner, peu importe, tu me perds en fait, je trouve ça chiant. Et par exemple, le dernier exemple que j'ai de ça, c'est Bambou. Voilà, Bambou de chez Yellow, celui-ci je le trouvais très terriblement lourd de ce point de vue-là, et donc c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et je n'aime pas les jeux abstraits. Je pourrais apprécier un jeu abstrait si vraiment la mécanique était absolument dingue, mais vraiment c'est pas ma came, c'est pas ce que je recherche. Ensuite, qu'est-ce que je préfère le plus? Eh bien, à contrario, je préfère une bonne mécanique qui permet de progresser et surtout qui soit totalement maillée avec son thème. Voilà, si vraiment t'as une mécanique qui est capable de faire comprendre que t'es en train de progresser, que t'es en train de prendre un chemin qui est correct, à côté de ça, avoir une thématique qui réussit à se servir de cette mécanique-là, je trouve ça fabuleux. Également, j'aime beaucoup les jeux à application. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de te dire, mais je te le dis, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais c'est mes racines de jeux vidéo qui certainement, en tout cas, me font apprécier ça. Pourquoi j'ai jamais fait de vidéo sur Ray Frontier for All? Parce que j'ai abandonné. J'ai pas eu le temps, en fait, et c'est un investissement qui est conséquent, et j'ai acheté le jeu, attention, mais j'ai jamais réussi à m'y mettre, à prendre le temps de le faire, donc là, je crois qu'il est dans la pile de la vente. Peut-être que je changerai d'avis, mais je suis pas sûr. Pourquoi je ne gagne jamais à tes concours? Ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui te fait dire non à une proposition de partie de JDS, donc jeu de société, contexte personne, jeu proposé, ou tout simplement mieux à faire? Alors, j'ai un exemple qui est plutôt très concret, c'est ce qui pourrait me faire dire non à une partie de jeu de société, c'est l'alcool. Alors, je bois de la bière, je bois du vin, je bois tout ce que tu veux, c'est pas la question. Le truc, c'est que quand tu te retrouves face à une personne qui est alcoolisée et qui n'est pas capable de se tenir, ça peut être un enfer. Alors quand t'es en face de quelqu'un qui est pas capable de se tenir alors qu'il est pas alcoolisé, c'est peut-être pire. Mais quand t'es en face de quelqu'un à qui t'es en train d'expliquer des règles et qui littéralement soit se fout de ta gueule, soit part sur autre chose, soit est sur son téléphone parce que il est complètement perdu, il sait plus où il est, là pour le coup ça m'est déjà arrivé de dire moi j'arrête, parce que pour le coup c'est un peu le red flag du jeu pour moi, ça
C'est-à-dire que si à partir du moment où la personne t'explique le jeu, t'es juste pas attentif, c'est pas possible. Idem, les téléphones, hein. Très clairement, ça me dérange pas que t'aies le téléphone. Moi, je l'ai aussi de temps à autre, je fais des photos, etc. C'est normal. Par contre, si la partie, tu la passes comme ça sur ton téléphone et que tu regardes juste de temps à autre, c'est même pas la peine, en fait. Ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour ça, en fait. Je suis là pour que tout le monde participe. Lorsqu'on joue à plusieurs, évidemment, en solo, ça compte pas. Mais ça, tu vois, c'est quelque chose qui peut me bloquer, en tout cas, et me donner envie de juste arrêter. Et pareil, lorsque je joue avec des personnes qui ne comprennent pas les règles et qui font pas nécessairement beaucoup d'efforts pour les comprendre. Ça, c'est quelque chose qui peut être terriblement rédhibitoire dans le sens où toi, en fait, ça t'inhibe totalement ta capacité à jouer. Tu ne joues plus à ce moment-là, t'es en tutelle, en fait. T'es là pour venir expliquer, réexpliquer, prendre par la main, et finalement, ta partie, tu la fais pas, et c'est pas amusant, et c'est épuisant. C'est terriblement fatigant de passer des soirées comme ça à accompagner quelqu'un qui ne fait absolument aucun effort pour essayer de comprendre, et qui limite va te montrer, te dire, j'ai le droit d'aller là. Oui, c'est le b.a.-ba du jeu, en fait. Ah, ok. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut clairement me flinguer, en tout cas, ma soirée. Quel jeu détesté de la majorité des joueurs aimes-tu, et à contrario, quel jeu aimé de tous détestes-tu? Je déteste Mindbug. Voilà, je l'ai déjà dit, c'est une running joke. Il n'y a pas que celui-là, évidemment. Mais tu vois, Mindbug, ça a fait un fou un pas possible quand c'est sorti. Donc il y a forcément une campagne de com qui a été organisée, et c'est très bien, attention, je dis pas le contraire. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça d'un plat infini, et j'ai pas compris vraiment la hype autour de ça. Donc pour cette deuxième partie, voilà, et un jeu qui est détesté de la majorité des joueurs aimes-tu, Talisman, ça en fait un peu partie, parce que clairement, quand tu parles de Talisman, en fait, on va te dire, c'est un jeu de l'eau amélioré. Bon, voilà, l'argument c'est bon, quand on n'a pas, il faut se taire. Mais donc ça, et après, moi j'avais bien apprécié The Witcher, l'Ancien Monde. Alors, je l'avais pas adoré, j'avais bien apprécié, mais je sais que c'est un jeu qui avait divisé énormément, enfin, mais il y a plein de joueurs qui ne l'avaient pas apprécié. Truthvang Legends, voilà, j'ai pas beaucoup progressé, mais je sais que c'est un jeu, voilà, qu'on retrouve beaucoup en promotion, parce que je pense qu'il s'est pas trop vendu, il a pas trop plu, j'en sais rien, je sais pas s'il est détesté pour autant. Mais voilà, et je crois que ce sera à peu près tout. Vas-tu te lancer dans l'aventure Altered? Alors, c'était pas prévu, mais en fait, pour en avoir discuté avec Asmodée, a priori, je devrais recevoir des decks pour vous en parler. Voilà. Mais alors, ce sera de la vidéo de noob, c'est-à-dire qu'il y aura aucune prétention derrière ça, je suis pas là pour vous vendre un truc, pas du tout. Ce sera vraiment une découverte, parce que je joue très peu aux jeux de cartes à collectionner. Je joue qu'à Star Wars Unlimited, et encore pas beaucoup. Donc ce sera une découverte, je suis quand même très curieux parce que le jeu a vraiment cartonné, c'était assez impressionnant. Et là par exemple ils viennent de débloquer la fonctionnalité qui permet de jouer avec ses propres cartes sur BGA, ce que je trouve assez incroyable et tellement intelligent que voilà, je suis très curieux en tout cas de voir ça. Quelle mécanique aimerais-tu voir plus souvent dans les JDS et quel thème aussi? J'aime bien le backbuilding. Ouais, je te la donne comme ça. J'aime bien le backbuilding, c'est quelque chose, j'aime bien piocher dans un sac. Ça donne cette petite part d'aléatoire qui m'amuse pour le coup. Mais qui est contrôlable par le fait que tu construises. Et je trouve ça intéressant. Alors, tu vas me dire, pour un deck building, c'est pareil, mais je sais pas, cette sensation d'aller piocher, tu vois, dans Wonderlands War, j'adore ça. Dans Érudit des Tigres du Sud, j'adore aller piocher des dés. Voilà, le mix des couleurs. Voilà, ça, je trouve que c'était super intéressant aussi, super intelligent dans Érudit des Tigres du Sud. Le fait de mettre un dé bleu, un dé rouge, d'en faire un dé violet, je trouve ça assez incroyable et assez original comme mécanique. Donc ça, voilà, en termes de mécanique, que je serais très heureux de revoir plus régulièrement dans les JDS. Alors, en termes de thématiques, j'aime bien les thématiques vraiment uniques. Genre, je reparle d'Unconscious Mind sur la psychanalyse. C'est fou de faire un jeu sur la psychanalyse. Voilà, ça, c'est assez incroyable. Le voyage dans le temps, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Dans Anachronie, j'avais trouvé ça absolument incroyable, cette idée d'aller ponctionner des ressources de ton toi du futur, et de devoir les restituer plus tard dans le passé, et de manière plus modérée. Par exemple, demain tu m'as tué, c'est clairement, je trouve que l'utilisation de cette mécanique du temporel, je la trouve absolument géniale. Donc voilà, après il y a des thèmes que j'adore, comme les thèmes de l'espace, mais on en voit tellement que clairement c'est pas un truc que je veux voir plus, pas du tout, et puis je pense que vous non plus. Quel jeu conseilles-tu pour une soirée en famille? Alors, soirée en famille, donc moi j'entends soirée entre joueurs qui ne sont pas des joueurs. Donc clairement, j'avais beaucoup aimé la Fiesta de los Muertos. Voilà, Fiesta de los Muertos, le matos c'est assez sympathique en plus. Just One, ça marche bien aussi. L'idée de mettre des indices, si on a donc il y a un mot, chacun met un indice sur son chevalet, et ceux qui ont le même indice, ils s'effacent, et du coup l'autre doit deviner. Il y a tout le top 10 aussi. Top 10, ça marche très bien. De 1 à 10,
Voilà, on pioche une carte de 1 à 10, il y a une thématique, je sais pas, un cri, fais-moi un cri de dinosaure terrifiant, et bah si t'as 10, tu dois faire le plus terrifiant, si t'as 1, tu dois faire le moins terrifiant possible. Voilà, donc il faut réussir à jauger comme ça, je trouve ça super marrant. Sink or Swim, très sympathique, jeu de coopération avec une application où il va falloir se débrouiller pour pouvoir s'échanger des cartes, etc. Très sympathique aussi. Pray Another Day, ça marche vraiment très bien. Pour le coup, c'est très facile à sortir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te proposer comme ça? Je regarde un petit peu. Les Mino Dice, Skull King, évidemment, Skull King, Mino Dice, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un c'est avec des dés, l'autre c'est avec des cartes. Celui avec les dés est plus aléatoire, parce que forcément les dés faut les lancer, faut savoir ce que tu préfères, et je pense que Skull King ça reste la ref, quand même, dans ce type de jeu-là. Après, tu vois, récemment j'ai découvert Loose, chez Yellow, un jeu de pli à l'envers, où tu ne vois pas tes cartes, voilà, avec du pari à la Skull King. Voilà ce que je peux te donner, en tout cas, en famille, c'est pas forcément mes jeux, les jeux que je préfère, mais c'est des jeux que j'arrive à sortir très facilement. As-tu travaillé ton style pour tes vidéos afin de te démarquer, ou c'est du 100% naturel? En fait, c'est à l'envers. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, tout devait être absolument millimétré. Et à la fin, ça donnait, je le conçois, un produit qui était un peu consensuel, tu vois, un petit peu insipide. Et finalement, je faisais beaucoup au début, je faisais vraiment que de la vidéo règle. Je faisais vraiment que ça. De la vidéo règle. Le problème, c'est que la vidéo règle, bah déjà d'une, ça intéresse pas tout le monde, clairement, ça intéresse sur le moment, mais en plus de ça, il y a déjà des gens qui font ça. Il y a déjà des gens qui sont très qualifiés et qui sont bien présents pour faire ça. Je parle de Yandref, je parle de Chaps, je parle de Jolan, Renard Ludique. Ces gens-là, ils sont implantés là avant moi. Donc forcément, quand ils font de la vidéo règle et que moi j'arrive derrière avec le même jeu, bah c'est difficile de se démarquer. Donc, et puis au bout d'un moment, en fait, très clairement, j'en ai eu marre de faire la vidéo règle, parce que c'était plus vraiment ce qui me plaisait, et j'ai commencé à chercher à faire des formats de review. Voilà, c'est pareil, c'est des retours sur la semaine, sur une semaine, sur ce à quoi j'ai joué, des trucs que je recevais, voilà, je pouvais vous en parler, etc. Puis finalement, j'ai commencé à migrer vers quelque chose qui était plus naturel pour moi. C'est-à-dire que là, je suis passé sur quelque chose de plus, un petit peu plus humoristique, un petit peu plus décalé. Et ça a commencé notamment avec du flop au kilo. Le flop au kilo, c'était donc je pesais mes Kickstarter et je vous disais à quel point au kilo je perdais de l'argent, quoi, grosso merdo, parce que ces jeux-là, j'y jouais pas. Donc ça a été vraiment le point de départ de quelque chose de plus décontracté, tout du moins, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup mieux, parce que maintenant je dis un peu ce que je veux, je fais ce que je veux, alors qu'avant il fallait vraiment que je sois millimétré, s'il y avait une connerie qui était dite, il fallait que je la coupe, etc. Et donc ça, c'est quand même moins fun. Donc pour le coup, c'est 100% naturel, et je n'écris jamais rien. Voilà. Sauf quand je fais les bons points, mauvais points, j'écris les bons ou les mauvais points, mais sinon, tout ce que je te dis là, il n'y a absolument jamais rien d'écrit, parce que je crois que je suis meilleur quand j'ai pas à lire une feuille. Est-ce que j'ai des objectifs avec ma chaîne? Oui. Alors, j'ai des objectifs, c'est par palier, c'est juste des objectifs d'abonnés. Des objectifs d'abonnés, et il y a généralement un objectif induit, parce que YouTube, finalement, quand tu vas publier une vidéo, il va te dire sur les 10 dernières vidéos où est-ce que la tienne se situe, où est-ce que ta dernière te situe. Et donc, tu as toujours envie de faire mieux. Donc moi, mon objectif, toujours faire mieux, évidemment. Ça marche pas toujours comme ça, c'est clair et net, parce que faut que ça vous plaise, faut que ça attire, faut que voilà. Il y a des fois où tu vas faire des reviews sur des jeux, et les jeux, bah, ils vous attirent pas. Bah, là, vous allez pas cliquer, et c'est normal. Mais mon objectif, par exemple, quand donc l'année dernière, donc 2023, c'est là où j'ai passé, donc je suis passé en juin à 2000 abonnés. C'était un objectif, d'avoir 2000 abonnés. Ensuite, c'était d'avoir 3000 abonnés en décembre. Finalement, j'ai eu 3000 abonnés en novembre, et ensuite, donc l'idée, c'était d'atteindre les 5000 abonnés en mars, et finalement, je les ai atteints en février. Donc, c'est comme ça que ça marche, au fur et à mesure, ça progresse, parce que ça dépend aussi de ce que tu fais, ça dépend voilà, par exemple, en décembre 2023, j'ai fait une vidéo qui a vraiment très très bien marché, vous avez vraiment beaucoup apprécié, et clairement, ça a aidé fortement à faire, à montrer la chaîne, et à avoir de plus en plus de personnes qui la suivent. Là, cette année, mon objectif, c'était d'atteindre les 5000 donc en mars, donc je les ai eu je les ai eu en février, et d'atteindre les 6000 donc avant l'été, et je les ai eu toute fin juin, donc juste après le début de l'été. Et là, voilà, le but, alors, je sais pas où est-ce qu'on en sera, évidemment, je pense qu'il est très ambitieux, mais ce serait d'atteindre les 10 000 décembre-janvier. Voilà, je le dis comme ça. Et sinon, en termes de vues, eh bien, en termes de vues, clairement, je te le donne. Je te donne tout, comme ça, tu sauras. Mais en termes de vues, si en 24 heures,
J'ai pas fait 2003, je suis déçu. Voilà, je te le dis clairement, je suis déçu. Alors déçu, non. Quand j'ai des attentes, il y a des vidéos sur lesquelles j'ai pas beaucoup d'attentes. Généralement, quand je parle de vidéos qui présentent un projet KS ou un truc comme ça, si le projet il est pas retentissant, je sais que je vais pas faire grand chose dessus et c'est pas grave. La vidéo où je vous ai présenté toutes les extensions de Too Many Bones, je m'attendais pas à faire un carton là-dessus et ça l'a pas été. Et c'est normal, c'est de la niche, tu vois. Donc voilà. En tout cas, ma démarche dans les grandes lignes, comment est-ce que je perçois les choses. Quand tu reçois un jeu offert par un éditeur pour l'essayer, si tu ne l'aimes pas du tout, tu fais une vidéo pour le dire ou tu préfères rester silencieux pour continuer à recevoir des jeux pour les essayer? On peut parler de ça. Alors je pense que ça peut être un topic très intéressant. Parce que quand je reçois un jeu offert par un éditeur, normalement, si tu suis la chaîne, tu sais que des recalés, ça existe. Voilà, sur la chaîne, ça existe. Des approuvés mais plus nuancés, ça existe. Voilà, à l'époque, je mettais des notes aussi. Donc des notes sous la moyenne, il y en a eu, très clairement. Mais voilà, le système de notes, bon, ça me gonflait un petit peu. Ça, je trouvais que c'était un peu bloquant. Donc, si je l'aime pas du tout, bah je dis que j'aime pas du tout. Voilà. Ça m'est arrivé d'avoir des soucis. Bon, des soucis, attention, il y a personne qui va me foutre au fond de la rivière, c'est pas ça l'idée. Mais ça m'est déjà arrivé de recevoir des mails d'auteurs par le biais de community managers, parce que oui, pas directement, hein, qui, en gros, qui avec beaucoup de condescendance, me posaient des questions sur ma compréhension du jeu. Alors que le jeu, je le redis, c'était de la merde. Enfin, je suis désolé, mais en fait, je dis pas d'habitude c'est de la merde, mais j'étais en colère en fait quand j'ai vu ça. Je trouvais ça assez lâche en fait comme démarche de ne pas venir parler directement, parce qu'en plus de ça, je peux tout à fait, on peut discuter quoi. Mais bref, et en plus de ça, j'avais été quand même relativement respectueux. Donc ça m'est arrivé, donc bah, ça continuera de m'arriver, et donc il y a certains éditeurs avec qui je ne travaille plus. Voilà, il y a des éditeurs avec qui je travaille plus parce que soit ils veulent plus de moi, parce que j'ai su qu'ils ne voulaient plus de moi, et mais que finalement en fait il y a d'autres personnes qui se sont battues pour que ça continue. Mais moi, à partir du moment où l'état d'esprit c'est ça m'intéresse pas en fait. C'est il y a des jeux, tu sors beaucoup de jeux, il y a énormément de jeux qui sortent dans l'année. Si à un moment t'es pas capable d'encaisser une critique d'un mec, c'est compliqué. Il faut, voilà, c'est compliqué. D'autant plus que si je fais des critiques négatives et que derrière il y en a des positives, celles qui sont positives ont normalement plus comment dire, plus de crédit. C'est ça que je veux vous dire. Donc, pour te répondre, je fais la vidéo. Et alors, rester silencieux pour continuer à recevoir des jeux pour les essayer, non. Alors, il faut savoir que, pour le coup, je suis tout seul à gérer tout jeu en carton. Et il y a des moments, il y a des périodes où je recevais beaucoup de jeux. Vraiment, parce que, en fait, c'est tout bête, hein, mais quand tu te lances, tu reçois quasiment rien, puis des fois on te propose, puis des fois toi tu poses la question, est-ce que ce serait possible de tester, et au bout d'un moment, il y a beaucoup de oui qui se débloquent. Et donc je me suis retrouvé un peu débordé avec tout ça. Et comme moi, de toute façon, quand je reçois un truc, je me sens obligé de le tester, et de le tester plusieurs fois, et d'en parler, ce qui me paraît être la moindre des choses, eh bien je me suis retrouvé clairement débordé avec tout ça. Donc j'ai largement réduit mes demandes, déjà. Des fois j'ai des demandes spontanées, j'en ai beaucoup plus maintenant que ce qu'il y avait avant, donc je regarde un petit peu plus parce que je prends pas des choses qui déjà ne vous correspondent pas non plus, hein, parce que je sais à peu près ce à quoi vous jouez, ce qui vous intéresse par rapport à ce que vous regardez comme vidéo, mais très clairement il y a des choix que je fais qui sont des choix qui sont vraiment liés en tant que joueur, donc il y a des jeux plus petits qui m'intéresseront beaucoup moins. Voilà, donc non, je reste pas silencieux. La seule chose que je peux te dire, c'est que lorsqu'il s'agit de projets en financement participatif, un projet en financement participatif, je reçois un prototype et je n'aime pas du tout le jeu, dans ce cas-là, je renvoie le prototype. Voilà, et je n'en parle pas. Ou j'en parle pas en tout cas sur YouTube. Si tu me poses la question, je t'en parle, il n'y a pas de souci. Par contre, j'en parle pas sur YouTube. Voilà, parce que j'estime que c'est un projet qui est encore en phase de construction et qu'il y a un moment où faut pas non plus jeter le bébé sous le bus. Tu remettras l'expression comme il faut, parce que c'est mon état d'esprit en tout cas, parce que je trouve que c'est pas une bonne mentalité de venir déglinguer un prototype alors qu'il y aura peut-être de l'amélioration à faire. Voilà. Avec quel autre schnoll d'Hollywood tu aimerais faire une vidéo? Je te laisse deviner de qui ça vient, ça. Je te laisse deviner de qui ça vient. Bref, je vais répondre. Il y a des gens Alors, je sais qu'il y a une question juste après. À quand une vidéo avec Boris de Rue du Jeu? J'en serais absolument ravi. Boris, il fait un contenu de qualité et qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Lui, il est vraiment plus
dans l'analyse de chaque auteur, les rétrospectives, le boulot incroyable qu'il fait derrière les rétrospectives, c'est assez fou. Si vous connaissez pas, je vous invite fortement à aller le voir, vous allez découvrir des choses, notamment sur certains auteurs. La dernière fois, c'était Rosenberg, et il fait des trucs assez fous. Voilà, il fait beaucoup moins le con que moi, hein. On va pas se mentir. Mais pour le coup, c'est vraiment travaillé ce qu'il fait, donc je vous invite à aller voir ça. Et est-ce que j'ai vu d'autres choses? J'avais vu une autre question. Bon, c'est pas grave. En gros, j'avais des questions sur les chaînes YouTube à nous recommander. Bref, ça va aller un peu ensemble. Je regarde pas beaucoup de YouTube. Avec qui d'autre est-ce que j'aimerais faire des vidéos? Je serais ravi de faire des vidéos avec Zogma. Zogma, pour le coup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, et puis je trouve qu'on est assez proche finalement dans notre démarche, et donc big up à Zogma, que je vous invite à aller voir Zogma en solo, la chaîne. Il fait pas, enfin c'est Zogma en solo, mais il vous montre pas que des parties en solo, il montre tout un tas de choses, il fait tout un tas de vidéos originales, et moi je trouve que c'est cool ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce que fait Alexandre, évidemment, des jeux en cravate. Le schnoll d'Hollywood. Voilà, ça c'est pareil, c'est un type que, de toute façon, le mec, il rayonne, tu vois, tu vas voir sa vidéo, tu vas voir ses vidéos, tu passes un bon moment, tu rigoles, tu te marres, tu souris, et c'est chouette, et c'est finalement ça, ce qui me plaît, c'est que pour moi, c'est ça le jeu, tu vois. Je dis pas que le jeu c'est de faire le con, c'est pas ça, mais ça doit être quelque chose de léger, d'amusant, ça doit être détente, ça doit être quelque chose qui t'emmène, et voilà, t'as terminé, tu t'es amusé, t'as passé un bon moment. C'est ça le jeu, en fait, et c'est comme ça, en fait, que j'identifie, moi, que j'essaye en tout cas de retransmettre ma passion par le biais de ces vidéos, et c'est comme ça que je le perçois aussi de Zogma et de Alexandre. Après, je regarde le contenu de Yoel sur Twitch notamment, sur notamment ce qu'il fait actuellement donc avec Béa et Anso, j'espère que je dis pas de bêtises, vis-à-vis d'un point de vue boutique. Je trouve ça extrêmement intelligent et pertinent d'un point de vue boutique d'avoir les avis donc de tenanciers de boutique. Voilà, je trouve ça très très intéressant, donc ça je vous invite à aller le voir également sur Twitch, il fait ça en matinale. Voilà, Coralie de Dionjou, qui en plus a vraiment un soin tout apporté à l'image que j'aime beaucoup, et voilà. Pourquoi ce choix du tutoiement dans les vidéos? Personnellement, ça m'agace. Alors, faut pas s'énerver, parce que pour le coup, je pense que c'est pas très important. Mais pourquoi le choix du tutoiement? Parce que, encore une fois, c'est du jeu, quoi. C'est du jeu, quand tu vas en festival, tout le monde te tutoie, tout le monde se tutoie. Ce côté-là rend les choses forcément plus intimes, plus familières. Et pour la plupart, c'est, je trouve, plus intéressant. Alors, je ne tutoie pas tout le monde dans ma vie, hein, attention, pas du tout. Mais tout du moins, dans ce cadre-là, dans le cadre du jeu, voilà, je sais pas, je trouve ça assez naturel finalement. Même si, bon, je tutoie pas tout le temps et des fois je vous vois, en fait, je passe de l'un à l'autre, je sais pas ce que je fais. Mais bon. Est-ce que j'ai prévu de faire du contenu intéressant un jour? Avec une telle chevelure, es-tu l'anti-Zogma de YouTube? Je sais pas, Zogma, t'en vends un peu? Je peux peut-être t'en passer, je sais pas si ça se vend. Non, ça se vend pas. Pourquoi attires-tu les grincheux de 60 ans dans tes commentaires YouTube? Donc, ces trois questions viennent de la même personne. Bonjour Francis. Vous connaissez certainement Francis de par son pseudo Scarlix qui erre un petit peu partout. Il est partout, il est nulle part, il est comme la peste, comme la misère. Attention, il est là, il ne vous lâche plus. Et sinon, franchement, Simon du Passe-Temps, ça se voit qu'il force trop sur certains jeux alors que ce n'est pas ouf. Alors, je consomme de manière ponctuelle ce que fait le Passe-Temps. Je dis de manière ponctuelle parce que y a beaucoup de familial dans ce qu'il propose et que c'est pas ma came de jeu. Voilà, tout simplement. Néanmoins, c'est indéniable, la qualité de ce qui est produit est assez folle, et c'est une évidence, en tout cas, le pourquoi du comment est-ce que le Passe-Temps est au top du top du YouTube français, parce que voilà, c'est quali, il y a du monde, ça tourne, il y a des caractères différents, il y a des joueurs différents, bref. Je sais pas donc s'il force trop sur certains jeux. Alors, je sais qu'il force énormément sur le skijo. Très clairement, à l'époque, avant que je démarre tout ça, je sais qu'il parle énormément du skijo, et c'est certainement la raison pour laquelle j'en ai un à la maison. Mais en même temps, Simon du Passe-Temps, c'est la personne qui m'a fait acheter Pax Pamir. Voilà, il faut le savoir quand même. Et Pax Pamir, c'est l'un de mes jeux, si ce n'est mon jeu favori. Je dis l'un des jeux parce que je ne saurais pas le déterminer encore. Mais il en avait parlé dans une vidéo, je me souviens très bien, c'était avant Noël me semble-t-il, où il avait dit voilà que
En gros, on sentait que c'était une présentation qui était un peu à part, parce que contrairement à ce qu'ils présentent habituellement, bah, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus voilà, touffu, beaucoup plus expert que bah, du jeu que tu vas vendre finalement par paquet de 12 en boutique. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Et voilà, moi ça m'a pris dedans en fait. Je me suis dit, mais ça a l'air assez ouf. J'ai acheté une boîte et j'ai surkiffé mon jeu. J'ai surkiffé le jeu. Voilà, en tout cas c'est la petite parenthèse pour Simon s'il voit cette vidéo. Je l'embrasse. TikTok est-elle un passage obligé pour faire du contenu sur les réseaux? Si oui, pourquoi? Alors, moi, pour le coup, j'ai un compte TikTok, mais vraiment, c'est pour juste mettre mes unboxings que je fais sur Instagram dessus. Pour autant, c'est pas du tout le bon format, très clairement, c'est pas le bon truc. Parfois, il y a une vidéo qui va cartonner, je sais que j'avais fait Septima, ça avait fait un truc genre 25 000 vues, parce que période d'Halloween, etc., et je pense que ça avait matché. Mais maintenant, le TikTok, c'est vraiment, voilà, si la vidéo elle captive pas dès la première seconde, et j'exagère pas, hein, tu peux avoir des vidéos qui vont tourner, tu vas regarder la moyenne de vues, c'est 1 seconde ou 2, hein, parce que les gens ils scrollent, quoi. Voilà, c'est vraiment la consommation de la quantité et de l'instantané surtout. Donc clairement, il faut avoir cette démarche-là de choper les gens dès le départ. Et pour le coup, je le fais moins. J'ai essayé de le faire, mais parce que ça prend du temps. Et que déjà YouTube ça me prend beaucoup de temps. Donc je ne pense pas que ça soit un passage obligé, mais tout va dépendre de ce que tu cherches à faire. Si tu cherches vraiment à faire un contenu plus instantané, bah dans ce cas-là, TikTok faut pas couper, parce que pour le coup l'algorithme je le trouve quand même beaucoup plus permissif que celui d'Instagram qui est parfois assez ingrat. Donc voilà. Je trouve la communauté ludique du jeu de société très sympa sur BGA, les commentaires sur YouTube, les youtubeurs entre eux, ils s'invitent, se font de la pub. Bon, pour ce que je suis, qu'en est-il de ton ressenti? Car il me semble avoir vu le contraire dans certains de tes posts et d'autres aussi. Alors oui, la nature humaine, il y a des cons partout, et le temps ne fait rien à l'affaire, mais comment le vis-tu? Alors, on va rester soft. La communauté du JDS est très disparate, on va pas se mentir, hein. C'est, voilà. Donc tu ne verras pas de critique directe de personne ici, parce que je suis plus intelligent que ça, je pense. En effet, sur YouTube, les personnes avec qui j'ai interagi, ça se passe très bien. Ça se passe très bien pour la plupart, parce qu'il y a des personnes qui sont très ouvertes, et que moi, pareil je suis très ouvert, et finalement on a tous une même passion, et quand c'est fait en toute intelligence, bah ça match, et ça, voilà. Ça m'arrive de filer quelques infos à des copains youtubeurs qui ont besoin de contacts, tout ce genre de choses-là. Ça m'est arrivé de le faire, ça m'arrive toujours de le faire, parce que j'aime pas la concurrence, c'est bien. Maintenant, il faut quand même recentrer le débat. On est dans le jeu de société français, le francophone. Donc on est tout petit comme ça. On est tout petit comme ça dans le milieu de l'influence, si on peut dire. Donc il y a un moment où faut peut-être arrêter de péter plus haut que son cul et essayer de se chercher des noises. Dans 90% ça se passe bien. Ce qui me plaît pas forcément, c'est des choses qui ont rapport au plagiat. Ça j'en ai beaucoup parlé parce que j'ai eu le cas moi personnellement. Je sais que certaines personnes ont subi ça aussi. Alors c'est difficile à qualifier le plagiat quelque chose qui finalement est fait de manière gratuite, voilà, bon. Mais il y a quand même des récidives qui sont pas anodines, qui mettent en avant le manque de créativité de certains et qui n'hésitent pas à aller ponctionner chez les plus petits comptes qui ont de la créativité, qui essaient de produire quelque chose de différent et qui se font totalement avaler par des personnes sans scrupules qui n'hésitent pas à aller piocher des concepts, à aller piocher des chartes graphiques par exemple, des plans de caméra, des trucs assez fous. Donc c'est surtout de ce point de vue-là où parfois ça me gonfle un peu, beaucoup même, mais sinon dans la globalité ça se passe vraiment très bien. Avais-tu des notions de vidéo ou photographie avant que tu te lances, vu qu'il y a un certain sens de l'esthétique? Absolument pas. Je suis totalement autodidacte là-dessus. Aucune notion en vidéo, aucune notion en photo, aucune notion en montage, alors prise de son un peu plus parce que encore une fois je suis musicien, mais non, je n'en avais absolument pas, et du coup tout ça c'est fait en autodidacte. Est-ce qu'il t'arrive de faire une vidéo pour un jeu et de ne jamais y rejouer? C'est possible, si généralement j'y ai joué plusieurs fois avant. C'est à 99% du temps, c'est ce qui va se passer. Le 1% c'est quoi? C'est si vraiment le jeu m'a gonflé totalement. Si vraiment le jeu m'a totalement gonflé et que je n'ai aucune envie d'y revenir, parce que généralement c'est des petits jeux, attention. Par exemple, voilà, Mindbug, parce que je fais écho encore à la question d'avant, Mindbug c'est un jeu que je n'ai pas du tout apprécié, pour autant j'ai quand même réussi de le proposer à d'autres joueurs, en me disant peut-être que ça matchait pas avec les personnes avec qui j'ai testé de prime abord. Donc une fois que j'ai fait la vidéo, bah non, j'y rejoue plus, parce que j'ai pas aimé.
Donc pourquoi est-ce que je m'infligerais ça? Voilà. Donc, et par contre, est-ce qu'il y a des jeux, parce que je pense que la question c'est surtout ça, auquel j'ai joué finalement qu'une seule fois pour la vidéo, vraiment du petit jeu, genre tu vois un jeu à la Mino Dice où tu te dis t'y as joué une fois en famille, voilà, t'as fait quelques parties en famille et après t'y as pas rejoué, t'as fait la vidéo, t'y as pas rejoué parce que l'occasion s'est pas présentée, ça peut arriver. À quand ton prochain live Twitch avec éditeur-auteur? Eh bien j'aime beaucoup faire ça. Le problème que j'ai, c'est que le PC avec lequel je suis en train d'enregistrer maintenant, il commence à me faire défaut. Donc c'est très compliqué, c'est-à-dire que je fais des blue screen pour les puristes, vraiment à répétition, et c'est très pénible, parce que ça peut m'arriver en plein live. Et donc c'est vraiment le truc qui me fait flipper, moi, c'est le matos quand je fais quand je fais du Twitch. Alors si je suis tout seul, c'est pas dramatique, hein. Je suis plus là. Par contre, tu vois, quand j'ai reçu Luciani, j'ai reçu Elisa de chez Cranio et Thibaut de chez Intrafin, t'as pas envie que ça plante, quoi. T'as pas du tout envie que ça plante. Quand t'as 150 personnes qui sont en train d'attendre les exclusivités de Ibris Rivalité, t'as pas envie que ça plante. Donc, j'espère faire ça très rapidement. Parce qu'en plus, c'est un format que j'aime bien, ça me permet de discuter entre passionnés, c'est vraiment chouette, et je sais que généralement, il y a des bons retours dessus. Donc voilà, en sachant qu'en plus de ça, j'ai fait 2 lives, quoi. J'ai fait le live avec Damien pour Rivalité et Simone Luciani. Quand même pas déconnant. Et ensuite, côté financement participatif, on a bientôt terminé. Que penses-tu du fait que Kickstarter a pas mal changé la façon de vendre un jeu de société en le gonflant, à plus savoir qu'en faire d'extensions pour traire les joueurs et des figurines pour en gonfler le prix? C'est clair que Kickstarter a changé pas mal la manière de vendre des jeux c'est-à-dire qu'en effet, on vous fourre du contenu dans la gorge, à plus savoir quoi en foutre et ne jamais le sortir surtout. Voilà, ça j'en ai déjà parlé longuement sur la chaîne dans plusieurs vidéos parce que c'est vraiment un des sujets phares de ma chaîne, c'est le financement participatif et ses dérives, et notamment les dérives que moi j'ai eu aussi vis-à-vis de mon comportement de consommation, en tout cas de ce moyen de financement, qui t'amène donc t'as tellement peur de manquer que finalement tu vas investir dans des choses mais jamais t'y joues. Et finalement quand je regarde les jeux que j'ai en financement participatif, dont soit les all-in ou soit le sous, dont j'ai beaucoup d'extensions, à 90% les extensions sont même pas sorties. Je les ai déballées par curiosité, mais elles sont même pas sorties. Donc c'est absurde. C'est vraiment absurde pour le coup. Donc oui, clairement, et puis souvent, t'as des jeux comme ça. Alors je pense par exemple au jeu de Go On Board. Quand je joue à Titan, par exemple, je sais que j'en ai déjà parlé, mais ça a été vraiment un point de non-retour pour moi, où on te fourre de micro-modules, des extensions avec 4 micro-figurines, des choses comme ça, vraiment t'es content, t'as plein de trucs, sauf qu'en fait il y a rien en fond de jeu, quoi. Et ça c'est quelque chose qui est assez triste vraiment dans le financement participatif. Qui est-ce qui entretient la fougère? Alors la fougère, ça n'a rien à voir avec le financement participatif, mais sache qu'elle est en plastique. Donc personne. Comment est-ce que tu réussis à réunir régulièrement le nombre de joueurs requis pour les reviews de jeux? Alors ça, c'est, je l'ai expliqué rapidement, mais j'ai 2 groupes de joueurs et je joue avec ma femme, donc ça dépend des jeux, et donc une fois par semaine, le mardi ou le jeudi généralement, j'ai un groupe de potes qui vient à la maison, et en fonction du groupe de potes, je sors tel ou tel jeu. Voilà, et tel ou tel jeu au pluriel. Et donc je teste aussi les jeux sur les pauses du midi, pour les jeux qui rentrent dedans, et donc je reteste les jeux dans d'autres configurations, donc 2 joueurs avec ma femme, 3 et 4 joueurs avec mes groupes de potes, bref, et donc voilà. Et il y a de certains jeux, je n'arrive pas à les sortir plus rapidement, donc j'ai des jeux que j'ai en copie presse, que j'ai là, que je n'ai depuis quelques temps, et que j'ai pas encore réussi à sortir suffisamment pour pouvoir en parler. Donc dans ce point de vue-là, il faut que j'arrive à réorganiser des soirées autour de ces jeux-là. Est-ce que tu joues que entre amis ou fais-tu partie d'une association club de joueurs? Non, c'est que entre amis et avec ma femme. J'ai pas de club de joueurs. Est-ce qu'il est raisonnable de continuer d'acheter des all-in d'un jeu et donc d'être dans une démarche plutôt orientée profondeur d'abord, comme on la qualifie en informatique, alors qu'on a quasiment tous tendance à butiner les jeux en jeu au rythme des sorties? Voilà, c'est ce que je viens de dire finalement sur la profusion d'extensions que l'on va aller acheter. Donc non, clairement, la bonne méthode serait de prendre une boîte de base et éventuellement une extension, mais c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à faire. Donc c'est pour ça que j'investis beaucoup moins en financement participatif, pour un peu me libérer aussi de cette charge-là, et je m'oriente bien plus vers ce qui se fait en boutique désormais, parce qu'il y a un moment, il y a tellement de sorties aussi, que en plus de ça, investir 500 balles, 400 balles dans un jeu pour tout avoir, c'est pas nécessairement le truc le plus pertinent à faire à mon sens. Et voilà, on a fait le tour, il y en avait beaucoup, il y a beaucoup de questions, ça va être une longue vidéo.
Mais en tout cas, j'espère que j'ai répondu à vos questions comme vous le souhaitiez, et que vous avez appris des choses. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je répondrai en dessous en commentaire. Je suis un peu fatigué, c'était long de répondre à tout ça. Donc bref, si t'as apprécié cette vidéo, un petit like, on s'abonne bien évidemment, et on se retrouve tout bientôt pour parler de tout plein de choses bien évidemment, sur la chaîne Jeux en carton. Ciao les amis.